Bonjour, bienvenue dans e-Comicar, le magazine de la science fun et pointue. Et pour m'accompagner sur les chemins ardus de la recherche, comme d'habitude, Léon Mercadet. Salut Léon. Salut Raph, oui, c'est reparti pour un an de science dans tous les sens et on commence avec l'élucidation d'un très ancien mystère, Raph. L'explication d'une observation aussi quotidienne que déroutant. Le spaghetti qui pète se brise systématiquement en 3-4 morceaux, voire plus. C'est vrai, et jamais en 2 morceaux. Essayez, vous allez voir, on en fiche partout. Alors pourquoi? L'explication du mystère, elle est française, ça vient de sortir. La vie secrète du spaghetti, une enquête de Raffaello Ittieri. Quand j'ai appris que la grande question de la science moderne avait trouvé sa réponse, je me suis précipité au LMM, le laboratoire de modélisation en mécanique. À mon arrivée, les vestiges de la dernière expérience jonchaient encore le sol. Ah, joli. Quand vous tordez des spaghettis, pourquoi il arrive cette chose-là? Au lieu de se briser gentiment en deux, comme on pourrait s'y attendre, chaque spaghetti explose en une multitude de fragments. Une curiosité qui a intrigué les plus grosses pointures de la physique du XXe siècle. Même le grand Richard Feynman se serait cassé les dents sur le mystère du spaghetti qui pète. Il a essayé de comprendre le phénomène. En fait, il a tout simplement passé une soirée chez lui à casser des pâtes et à inonder sa cuisine de spaghettis. Et à la fin de la soirée, il avait sa cuisine jonchée de spaghettis et aucune théorie valable pour expliquer le phénomène. Alors pour le décortiquer, ce phénomène, Basile et Sébastien ont imaginé une expérience. Et donc là maintenant je fais l'expérience proprement dite. Je libère le spaghetti à une de ses deux extrémités. Le spaghetti a cassé à un endroit et à un autre endroit ici. Alors en temps réel, impossible de visualiser ce qui se passe. C'est grâce à un enregistrement vidéo en caméra rapide qu'ils ont pu repérer une onde de courbure qui parcourt le spaghetti sur toute sa longueur. En clair, la nouille se tortille jusqu'à la rupture. Quand on lâche la pâte, on voit donc cette onde de surcourbure qui se propage. Donc elle part de là, on la suit, et quand elle passe à un certain endroit, elle va déclencher une rupture secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une superposition de cette rupture secondaire et d'autres événements de fracture ici, pour arriver finalement avec 1, 2, 3, 4 morceaux. Qui sont... Alors l'étude de la vibration de la nouille peut paraître anecdotique en première approximation. Elle n'est pourtant pas dénuée d'applications potentielles. Lors de tremblements de terre, par exemple, certaines poutres métalliques dans les bâtiments peuvent vibrer. Si elles vibrent trop, être courbées fortement et en venir à casser et à se fragmenter. Et encore une fois, comprendre la fragmentation de ces poutres métalliques peut peut-être aider à faire des bâtiments qui résisteront mieux aux tremblements de terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on construit un avion ou des cheminées ou des immeubles, on les dimensionne avec des épaisseurs de tôle ou des choses comme ça, à partir de ce qu'on sait sur la rupture et les conditions mécaniques dans lesquelles ils vont pouvoir tenir. Alors le spaghetti n'est pas la seule victime des physiciens modélisateurs. Dans d'autres laboratoires, on écrase des canettes de coca pour étudier la résistance des fuselages, ou on désintègre des coquilles d'œufs pour appréhender la fragmentation des réservoirs en cas d'explosion. Incroyable, Raphaël, mais enfin cela dit, ça laisse en suspens une autre question fondamentale qui est pourquoi est-ce qu'on continue à fabriquer des spaghettis plus grands que les casseroles? Alors là, je t'arrête tout de suite, Léon. J'ai trouvé une étude italienne qui montre que ce sont les casseroles qui sont plus petites que les spaghettis et pas l'inverse. Ah d'accord. Mais si vous continuez à avoir envie de casser les spaghettis pour qu'elles rentrent dans les casseroles, il y a un truc quand même pour éviter d'en foutre partout, c'est s'affranchir de l'onde de courbure. Et donc maintenant, les trucs bien au milieu, on arrive normalement à avoir que 2 morceaux parce qu'il n'y a pas la propagation de l'onde. Évidemment. Alors la vie secrète du spaghetti n'est pas un cas isolé. Tu racontais ça il y a quelques mois avec l'histoire de la coquille d'œuf. C'est une équipe allemande qui avait réussi à modéliser la façon dont une coquille d'œuf explose. C'est ça. Et si je me souviens bien, c'était une commande de l'Agence spatiale européenne qui voulait avoir une idée de la manière dont le réservoir abandonné dans l'espace se comporte en cas d'explosion pour compter le nombre de débris, leur taille, leur répartition, tout ça. Bien, bon appétit. Alors on va quitter la science de la cuisine maintenant pour celle de l'angoisse et de l'horreur. Ouais, une enquête criminelle qui suit à la trace depuis des années ce que l'on peut appeler, je crois, un serial suicideur. Chaque été, un ver parasite nos grillons et nos sauterelles et les force à se suicider par noyade. Alors ce mini-ver arrive à prendre le contrôle du cerveau du grillon et à modifier son comportement. Mais alors, question, comment il fait? Eh bien, le CNRS, l'IRD, l'INRA ont coalisé leurs services d'enquête sur cette énigme pour savoir. L'affaire du ver manipulateur, c'est flippant et c'est tout de suite. Attention, détournement de sauterelle, cette bestiole n'est plus le patron de son propre cerveau, elle vient de recevoir l'ordre de se suicider par noyade.
Quelques secondes après le grand saut, un ver immense s'extirpe de la carcasse de l'insecte toujours vivant. C'est cette espèce d'alien qui pilotait la sauterelle de l'intérieur. Une manipulation que les scientifiques commencent à comprendre. Nous avons montré que le ver produit ce que l'on appelle des molécules mimétiques. Il a appris à fabriquer des molécules qui sont comparables à celles du système nerveux des insectes, ce qui permet clairement qu'ils s'infiltrent dans le cerveau. C'est exactement comme si mes propres gènes arrivaient à manipuler votre comportement. Certains de ces gènes sont soupçonnés d'induire artificiellement une sensation de soif qui pourrait pousser l'insecte à se jeter dans l'eau. Autre observation étrange, dans le cerveau manipulé de la sauterelle, on trouve une production anormalement élevée de neurones. Là, c'est pas clair. On ne sait pas si ce surplus de neurones permet au grillon de mieux percevoir l'environnement et de lui permettre de trouver de l'eau plus facilement, une sorte de super radar, de l'équiper d'un équipement sensoriel beaucoup plus complet, ou si au contraire, cette surproduction de neurones, parce qu'elle est anarchique, conduit à un comportement aberrant, ayant pour résultante de tomber plus souvent dans l'eau. L'eau, parce que le milieu aquatique est le seul endroit où le parasite a une chance de survie en dehors du corps de son hôte. Il s'en sert donc comme d'un taxi qu'il conduit lui-même là où il peut tranquillement pondre ses œufs. Ceux-ci seront ensuite avalés par une larve qui, une fois adulte, sera dévorée par une sauterelle ou un grillon. Sans le savoir, celui-ci embarque un passager qui lui imposera sa destination finale. Burke, c'est dégoûtant. Hein. Cela dit, il existe un autre cas hallucinant de manipulation. En 2 mots, c'est l'histoire de la douve Dicrocelium lancée à Tom, que tu connais bien, Raph. Oui, ce parasite-là, lui, il vit dans l'estomac des herbivores, du mouton. Alors, il sort avec les excréments et il est avalé par un escargot qui va excréter le parasite dans son mucus qui lui-même est avalé par une fourmi. Une fois que le parasite est dans la fourmi, il va se loger dans le cerveau et là, il va commencer Attends, tu m'inquiètes, Raph, parce que la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la fourmilière? Non, ça c'est le comportement normal. Justement, le parasite, il va obliger la fourmi à découcher et à rester agrippée à une herbe pendant toute la nuit. Et au petit matin, il y a un herbivore qui arrive et qui avale tout le monde avec la fourmi et son petit locataire et ça boucle le cycle. Bouclée, c'est machiavélique. Et chez l'homme, oui, il existe un cas moins sophistiqué et surtout nettement moins classe. Ouais, surtout moins classe. Il y a un ver, l'oxure, qu'on appelle, qui pond les œufs autour de l'anus des petits enfants et qui va se servir du réflexe des enfants qui ont tendance, il y a un réflexe de démangeaison à se gratter. Donc du coup, ils récupèrent les œufs sur les doigts, puis assez rapidement, ça arrive dans la bouche. Et donc du coup, ça permet de boucler le cycle du parasite. Alors là, il n'y a pas manipulation neurologique à proprement parler, mais il y a exploitation d'un comportement, d'un réflexe. C'est très chic en effet. Alors écoutez, on va reprendre de la hauteur avec l'actualité de la science, commentée par la douce voix de Valentine Desjeunes. Les cœurs de comète sont des choses molles et poudreuses. C'est l'enseignement de la collision entre Deep Impact et Temple One le 4 juillet dernier. Mais l'important, c'est que le nuage d'impact était bourré de molécules chimiques préorganiques. Les briques de la vie sur Terre viennent-elles des comètes? Nous serions donc tous d'origine extraterrestre. C'est officiellement le plus petit robot téléguidable du monde. Il va en haut, à droite, il tourne et il mesure 1/100 de millimètre. Il sera présenté au Symposium international de la recherche en robotique le 14 octobre prochain. Vous êtes dans une forêt de bambou équatorienne et vous assistez à une représentation de la chorale des troglodytes maculés. Ils sont 7, avec chacun une partition. Cette polyphonie est la plus complexe jamais enregistrée dans le monde animal. Le concert dure 2 minutes d'affilée, sans couac ni faute de tempo.